Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos concernant la création des applications web ASP.NET MVC. Alors, dans cette vidéo-là, on va s'attaquer au modèle CodeFirst. Donc, la première des choses, on va voir ensemble un peu la structure du projet ASP.NET MVC en général. Ensuite, nous allons donc voir la méthodologie à suivre pour adopter le modèle CodeFirst, notamment, donc on va commencer par la création de quelques modèles. Ensuite, la définition du contexte, la définition de l'initializer qui va permettre d'initialiser les tables de la base de données, et l'utilisation du Global ASAX pour faire appel à l'initializer. Et dernièrement, donc, on va voir comment on peut configurer au niveau de webconfig la connexion à la base de données. Et si vous avez besoin de voir comment installer le Visual Studio 2022 ou bien le SGPD SQL Server qu'on va utiliser dans ce TP-là, je vous laisse alors les liens en description de cette vidéo. Allez, on commence. Donc, la première des choses, je vais d'abord créer un nouveau projet. Là, le type de modèle, je vais choisir bien sûr application web ASP.NET MVC. Alors là, je vais donner un nom. Donc là, on va faire ensemble un site d'achat en ligne. Donc je vais le nommer eShop. Et je clique sur créer. Donc bien sûr le modèle MVC, créer. Voilà, donc là c'est l'interface de Visual Studio. Donc là voilà le projet eShop. C'est ici donc j'ai la structure de mon projet ASP.NET MVC. Alors, on va essayer de voir rapidement le contenu de ce projet-là. Donc, nous avons plusieurs dossiers. Alors, nous avons le plus important, c'est le dossier Controllers, Models and Views. Donc là, le dossier Controllers, ici, on va trouver tous les contrôleurs de notre application. Par défaut, on a un contrôleur ajouté qui est Home Controller. Il contient trois actions, Index, About et Contacts. Et bien sûr, dans Views, les deux views, ici, on va trouver les vues associées à chaque contrôleur. Par exemple, chaque contrôleur va avoir un sous-dossier dans Views qui contient les vues qui le concernent. Par exemple, ici, nous avons un dossier Home qui correspond au contrôleur Home Controller qui contient les différentes vues qui sont retournées par les actions de ce contrôleur-là. Il y a aussi le dossier Shared. Donc là, le dossier Shared contient des vues qui sont partagées par plusieurs contrôleurs, notamment la vue partielle layout qui contient si vous voulez dire c'est la master page de l'application, donc qui contient l'entête et le footer de toutes les pages. Ils sont bien sûr qui adoptent ce layout là. Alors il y a le dossier modèle, c'est ici où on trouve les modèles qu'on va créer par la suite, donc que l'application va gérer. Nous avons les dossiers appdata, donc là qui va contenir le fichier base de données, pardon, appdata, c'est le fichier de la base de données. Appdata contient certaines classes, comme par exemple ici nous avons route config qui contient des informations sur le routage de l'application. Donc là, le type d'URL c'est controller/action/id, d'accord? Donc les différentes redirection entre les différentes pages de l'application va emprunter cette norme-là ou bien cette règle controller/action/id. Et parfois, on peut avoir besoin de plus de détails sur l'action. Parfois, on a besoin de plus de paramètres. Donc là, vous pouvez définir vous-même ici votre URL. Et bien sûr, il faut aller de plus spécifique au plus général. Toujours, le plus général doit être en dernier. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, controller/action/id1/id2, par exemple, si vous avez besoin de plus d'informations sur l'objet retourné. Par exemple, on veut sélectionner par exemple, un contrôleur produit. L'action, c'est rechercher. L'ID, par exemple, on veut rechercher par année et par prix. Par exemple, l'année de production et plus le prix, par exemple. D'accord? Donc, si vous avez besoin de plus de paramètres, vous pouvez définir ici. Alors là, c'est la règle de routage. Et ici, nous avons le default, c'est-à-dire l'URL par défaut quand on lance ici notre application. Qu'est-ce qu'on a qui s'affiche au premier? C'est le contrôleur Home et l'action, c'est Index. Et le paramètre, il est ici facultatif. D'accord? Donc, une fois on va lancer notre application, la première page qui s'affiche,
c'est l'action index de home. Donc là, vous pouvez bien sûr la changer par la suite quand vous allez développer votre application, vous allez ajouter les contrôleurs et les modèles. Vous allez mettre ici la page par défaut de votre application. Par exemple, si on ajoute un contrôleur produit, on va peut-être mettre ici contrôleur produit, l'action peut-être accueil ou bien l'action que vous voulez, donc elle s'affiche le premier au lancement de votre site. Alors, comme j'ai dit ici dans l'app Pista, il y a certaines fonctions qui se lancent au début de l'application. Dans le dossier Contents, nous avons des fichiers, donc de style CSS, des images. Dans le fichier script, on trouve tout ce qu'il y a, fichier JavaScript. Ici, Five Icons, c'est l'icône de l'application qui s'affiche au niveau du browser, donc vous pouvez la modifier ici. Alors, nous avons ici le fichier Global Ajax, donc c'est un fichier qui contient un ensemble d'événements qui, bien sûr, des événements qui correspondent au cycle de vie de l'application. Donc, notamment, par exemple, on va voir ici. Nous avons ici dans l'application start un ensemble d'événements qui vont surgir. Donc, on doit les ajouter ici. Alors, nous avons package config. Donc là, on trouve donc ce fichier-là permet de configurer les dépendances entre les différentes package qu'on installe via le package, le Nuggets Package Manager. Et ici, le web config, donc c'est aussi un fichier important. Donc c'est ici, contient plusieurs sections, concerne notamment la connexion à la base de données. Donc une fois nous allons définir on veut définir la connexion à la base de données. Donc là, on doit ajouter une section connection string qui contient des informations sur le SGBD qu'on va utiliser, sur le nom de la base de données, l'authentification, ainsi de suite. Voilà, donc là, c'était un aperçu général sur la structure de notre projet. Alors, comme j'ai dit au début, quand on crée un projet vide, donc il est chargé avec un contrôleur par défaut qui est Home Controller. Donc là, si je compile, voilà, donc là, ça me donne cette interface-là avec, donc là, comme j'ai dit, puisqu'on l'a défini au niveau du fichier pardon, le fichier ici, donc dans le fichier root config, voilà, donc c'est la page par défaut qui s'affiche, qui est home/index. Nous avons d'autres actions ici, about et voilà. Donc là, bien sûr, le layout, donc le fichier layout ici, c'est le fichier qui contient, donc je vais dans views, shared layout, donc là, qui contient l'entête, le header et le footer de notre application. D'accord, donc on va voir par la suite l'avancement des TP. Nous allons voir comment on peut même modifier le thème de cette application en choisissant d'autres templates ou bien en n'adoptant plus d'autres thèmes pour essayer de personnaliser cette application. Alors maintenant, notre objectif, c'est de voir comment on peut relier cette application à une base de données en utilisant Entity Framework, le modèle Code First. D'accord? Donc là, la première des choses, on va ajouter des modèles qu'on veut gérer dans notre application. Comme on a dit, on va faire une application d'achat en ligne qu'on a nommé eShop. Donc là, on va ajouter un modèle produit, une classe produit qui contient un ensemble d'attributs qui caractérisent les produits. Donc là, au niveau de modèles, nous allons ajouter d'abord un modèle. Donc je vais ajouter ici un modèle, donc c'est une classe. Nous allons nommer par exemple produit. Voilà, donc là c'est la classe produit. Donc là, la classe va contenir, comme on a dit, un ensemble d'attributs. Donc par exemple, nous allons ajouter un ID. Je vais faire ID produit. On va avoir par exemple un nom. Par exemple, le nom produit qui est string. On peut avoir par exemple la quantité. Donc, voilà, donc public. On va faire un int, quantité entier. Donc, on va nommer par exemple quantité. Et bien sûr, getSet. Alors, quoi d'autre? On va ajouter par exemple une description du produit. Donc là, public. C'est un string. Par exemple, nous allons nommer description. Et getSet.
Voilà, donc voilà, on va se contenter pour le moment de ces quatre attributs. Donc, un identifiant, un nom, une quantité, une description. Donc là, c'est un modèle simple que nous avons créé. Et par la suite, on va voir comment on peut ajouter des annotations d'affichage ou bien des annotations de validation sur ces attributs-là. Mais pour le moment, on va rester simple. Donc là, on a ajouté un simple produit avec un ensemble quatre attributs. Voilà, donc là c'est la première étape. Alors ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Donc là, on va définir la classe qui contient donc le contexte de cette application-là. Donc là, c'est une classe qui va hériter de DB-Context, d'accord? On va définir le nom de la base de données ainsi que la table, ou bien l'ensemble des tables que va contenir notre base de données. Donc toujours au niveau de models, nous allons ajouter une classe toujours qu'on va nommer cette fois-ci, on va nous nommer par exemple eShop, le nom de notre site, context. Voilà, eShop context et je clique sur ajouter. Alors comme on a dit, cette classe-là doit hériter de DB context. Donc là, il m'a donné une erreur. Pourquoi? Parce que là, on doit ajouter le Entity Framework à notre projet. Donc là, au niveau du projet eShop, je vais aller sur gérer les packages nuggets. Et ici, on va chercher le Entity Framework. Voilà, donc là, on va essayer d'installer le Entity Framework pour pouvoir, bien sûr, continuer notre projet. Là, je vais accepter les conditions. Très bien, donc là, il est maintenant installé. Si je vais ici sur les nuggets qui sont déjà installés, voilà, on va trouver que Entity Framework est déjà installé. Très bien, donc là, je ferme. Alors maintenant, au niveau de cette erreur-là, maintenant, il va me donner la main d'ajouter donc, using system.data.entity. Très bien, donc là, on va définir le constructeur de eShop context. Alors, public eShop context et qui va hériter bien sûr du constructeur de la classe mère DBContext qui a un paramètre, c'est le nom de la base de données. Donc là, on va faire base name égale, donc là, name égale, et on donne ici le nom de la base de données. Donc on va le nommer aussi eShop DB par exemple, eShop DB. Voilà. Donc là, c'est donc ici, je dois mettre tout ça entre les deux guillemets. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a hérité du constructeur de la classe mère qui porte comme nom, comme un nom, ou bien comme ID ou comme paramètre le nom de la base de données. Et puis, on va définir les tables que va contenir notre base de données. Donc, pour le moment, ici, on a construit un seul modèle produit. Donc là, on va définir une table sur les objets produits. Donc ici, on va ajouter public DB7. Donc là, type DB7. Voilà. Donc un DB7 sur quoi? Sur des produits. Donc là, je vais définir ici produit. Voilà. Et on va donner comme nom donc produit avec S. D'accord? Pour le différencier des objets produits. Donc là, c'est la table qui va contenir bien sûr les objets produits dans notre base de données. D'accord? Elle est de type DB7, un DB7 sur les produits. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a défini le contexte de notre application. Donc, j'enregistre.
Alors, une fois on a défini ça, donc on a défini le modèle, le contexte, maintenant on va essayer de l'initialiser par quelques enregistrements. D'accord? Comme ça, quand on va tester, on va voir que effectivement on arrive à afficher quelques éléments, ajouter, modifier ou bien supprimer. Donc là, je vais ajouter toujours dans le modèle, le dossier modèle, on va ajouter un initializer. Donc une classe aussi, c'est une classe C#. Nous allons nommer par exemple, toujours, je vais nommer eShop Initializer. Voilà, eShop Initializer, ajouter. Et ici, c'est une classe qui va hériter de, par exemple, drop, par exemple, drop create. Donc, il m'a pas donné ici pour pouvoir terminer le nom. Là, je vais d'abord ajouter le using system. Point data. Point entity. Voilà. Pour pouvoir bénéficier des classes de l'entity framework. Et voilà, donc maintenant, il va me donner les propositions. Donc, voilà. Donc, on a soit drop create database always, ou bien drop create database if model changes. C'est-à-dire que ici, le premier cas, à chaque fois, donc, on lance notre application. Donc, la base de données sera supprimée et créée de nouveau pour pouvoir tester sur cette base de données-là. Et la deuxième, c'est que seulement si le modèle change. Si le modèle, c'est-à-dire on ajoute un produit dans le modèle, on le modifie, on le supprime, c'est dans ce cas-là où le initializer sera, donc la base de données sera réinitialisée, donc supprimée et créée de nouveau. Donc à vous de choisir. Donc par exemple, je vais faire if model changes. Et là, on va donner comme paramètre, c'est le contexte eShop. eShop context, voilà. Alors, à l'intérieur de cette classe-là, maintenant, nous allons initier le DB7 qu'on a ajouté ici. Donc, cette table-là, on va l'initier par quelques enregistrements. Alors, à l'intérieur de cette classe, on va faire un override de la méthode seed qui permet donc de renseigner les tables de la base de données. Donc là, on va faire un protect override. Et comme paramètre, on va initier, donc on va prendre eShop context. On va l'appeler par exemple contexte, d'accord? Et puis, attends, donc je vais enlever ici le point virgule. Voilà. Donc à l'intérieur de cette méthode-là, donc on va faire d'abord base.seed, donc pour exécuter la méthode seed de la classe mère. Puis donc là, on va définir une variable, par exemple var une liste de produits, donc on va le nommer par exemple product list. Donc une liste de produits égale new list de produits. Voilà. Et ici, donc on va ouvrir les parenthèses pour ajouter des objets produits. Là, new product. Et à l'intérieur, je vais appeler les propriétés de la classe produit. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a product name, un nom produit, égal. Donc, on va donner un nom, par exemple, comment on va nommer nom produit? On va lui donner un nom. Par exemple, on va dire un iPhone. Par exemple, iPhone 12, virgule. Donc, je donne par exemple le prix.
il y a la quantité égale, la quantité c'est un entier, donc je vais faire comme ça. Je donne par exemple 10, une description égale, bon, on va dire par exemple c'est un, bon, n'importe quoi, c'est un iPhone, ainsi de suite. Donc là, je vais voir sur le modèle produit qu'est-ce qu'on a fait. Donc le nom, la quantité, description, l'ID, c'est la clé, donc il va être incrémenté par défaut. Ici, on va pas ajouter par exemple le prix. Donc public int prix etc. Donc là, on va ajouter le prix, prix égal. Donc on va donner un nom par exemple. Voilà. Donc là, c'est le premier, donc le premier objet. Et je peux ajouter d'autres. Donc on fait un virgule et j'ajoute un autre produit. Par exemple, je vais mettre ici PC. Bon, la quantité, on va dire 250. C'est un PC, par exemple, HP. Et bon, le prix, on va faire comme ça. Puis un dernier produit que nous allons ajouter, par exemple, ici, on va mettre imprimante. Alors, la quantité, on va mettre par exemple 5. Donc là, c'est une imprimante. Imprimante. On va mettre par exemple le modèle format A4. Voilà, format A4, ainsi de suite. Un prix, par exemple, 9500. Très bien. Donc là, une fois c'est quoi ça? C'est une liste de produits. Donc là, je dois ajouter un point virgule. C'est une liste de produits. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter cette liste-là au contexte, d'accord? Le contexte qui est un, un objet de la classe eShop context. Donc là, on va revenir ici. On va faire sur cette liste-là, donc product list, la liste qu'on vient de créer, for each, c'est-à-dire on va parcourir cette liste-là, donc for each, et on ouvre les parenthèses, on va faire ici une expression lambda, P qui donne par exemple le contexte, point, la table, pardon, contexte, point, pardon, donc là je dois ajouter un 1 parce qu'on n'a pas reconnu la variable, donc contexte, point, ici on va faire product, point, pardon, point, add, P. D'accord? Donc ça veut dire quoi? On va parcourir cette liste-là qu'on vient de créer et pour chaque élément qu'on trouve, on va l'ajouter le contexte, la table produit que nous avons créée. Voilà. Et on enregistre bien sûr. Donc on va faire contexte.save changes. On va enregistrer. Voilà. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a configuré la classe initializer. Alors toujours ici, je vais ajouter le n. On a configuré la classe initializer qui va permettre donc d'initier la base de données. Alors maintenant, l'étape qui va suivre, c'est on va mettre au niveau du fichier Global Attacks, on a dit que c'est un fichier qui contient l'ensemble d'événements qui s'exécutent tout au long du cycle de vie de l'application. Notamment ici, nous avons la méthode application stat qui s'exécute au lancement de l'application. Alors ici, on va lui dire donc d'exécuter le initializer. Donc là, on va mettre database. Ouais. Alors toujours, il faut ajouter la part reconnue. Donc là, on va ajouter le user system, data, entity. Donc là, nous allons faire, on a, data base, set initializer. Donc là, la méthode set initializer et on va lui donner
icon. Donc là, je l'ouvre le paramètre là. On va lui donner eShop. Ok. On n'a pas donné ici. Alors là, je dois ajouter le dossier models. Donc using. Je dois ajouter, je dois faire référence à ce dossier models là pour qu'il reconnaisse la classe initializer. Donc c'est le nom de notre application, c'est eShop.dossier models. Voilà, le dossier models. Voilà, maintenant je crois que ça marche. Donc eShop context et new. eShop initializer. Voilà. Très bien. Donc là, au niveau de Globax, on lui a défini comme quoi il faut générer. Oui, ici c'est une méthode. Donc, c'est un constructeur. Donc new et eShop initializer. On va les mettre les deux parenthèses. Alors là, comme j'ai dit, donc au niveau de Global Ajax, on va exécuter le initializer au lancement de l'application. Donc là, il nous reste une dernière étape à faire, c'est de définir au runtime, on va lui dire quel SGBD on utilise, dans s'il y a une authentification, ainsi de suite. Donc là, au niveau du web config, c'est ici qu'on définit la connexion à notre base de données. D'accord? Donc là, on va ajouter une section, par exemple, une section ici qui s'appelle connection string. Et ici, on va définir une nouvelle connexion. Donc, j'ajoute ici, donc nous avons add le nom. Donc, on va donner un nom. On va la nommer par exemple eShop DB. D'accord? Puis, on donne la connection string égale, j'ouvre les parenthèses. Et là, on va donner donc le nom du serveur. Donc là, le data source, data, des majuscules, data source égale, je donne ici le nom du data source. Par exemple, ici, j'ai installé sur ma machine un Microsoft SQL Server Management. Donc là, pour me connecter au serveur SQL Server, donc là, je vais utiliser l'instance /SQL Express. Je me connecte avec ce nom de serveur. D'accord? Si vous avez une autre instance qui est installée, il faut l'utiliser. Si vous travaillez avec un autre SGBD, donc là, au niveau de la connection string, il faut mettre ici le nom du serveur. Donc là, sur cette propriété là, donc on va ajouter le data source, c'est point /SQL Express. Alors point virgule, le nom de la base de données. Donc là, on va faire initial catalogue égal et on donne le nom de la base de données. Donc on a fait c'est eShop DB. D'accord? Point virgule. L'authentification pour accéder à mon SGBD. Donc là, j'utilise moi l'authentification Windows pour se connecter. Donc là, si vous avez un autre type d'authentification, il faut faire la même chose au niveau de la section Connection String. Alors pour moi, c'est l'authentification Windows. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc c'est le paramètre integrated.
security égale SSPI. Donc, pour moi, comme j'ai dit, j'utilise l'authentification Windows. Si vous faites une autre authentification par login ou mot de passe, il faut les mettre à ce niveau-là. Et je donne le provider name. Donc là, provider name égale. Donc pour moi, je travaille avec le LGBT SQL Server. Donc le provider name, c'est system.data.sql lines. Et je ferme de nouveau. Alors, je pense. Ah oui, parce que là, j'ai ouvert ces guillemets. Là, il faut les tourner à ce niveau-là. Très bien. Alors, je vais relire rapidement la connection string. Donc, j'ai ajouté une nouvelle connexion. Donc là, au niveau de cette section-là, vous pouvez avoir plusieurs connexions. Si jamais vous travaillez avec plusieurs bases de données, il faut les ajouter à ce niveau-là. Chaque fois que vous voulez attaquer une base de données, pour lire ou écrire à partir de cette base de données, il faut ajouter ici une nouvelle section add et vous faites les informations de cette connexion. Donc là, le nom c'est eShopDB, le connection string, donc le data source, comme j'ai dit, la source de données pour moi c'est SQL Express. Le nom de la base de données initial catalog, donc le nom de la base de données qui sera créée c'est eShopDB. Le type d'authentification c'est Windows, SSPI. Provider name c'est SQL, puisque moi je travaille avec SQL Server. Si jamais vous utilisez une autre base de données, Oracle, Informix ou autre, il faut juste adapter cette connection sera par rapport à, par exemple, ici, vous allez mettre le provider de Oracle, le type d'authentification que vous utilisez, le nom de la base de données, c'est à vous de le choisir, et la data source que vous utilisez pour vous connecter à la base de données. Voilà. Donc, c'est tout pour cette connection string. Et voilà. Donc là, on a tout fait. Là, je vais synthétiser, je vais récapituler un peu ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, créer une application ASP.NET MVC en utilisant le Entity Framework modèle CodeFirst. La première des choses, au niveau du modèle, on a ajouté nous-mêmes notre modèle. On a créé une classe produit avec un ensemble d'attributs. Ensuite, on a créé le contexte. Une classe qui hérite de DB Context. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'ajouter ce usine-là de l'Entity Framework pour qu'il reconnaisse la classe DB Context. Au niveau de cette classe-là, donc on a hérité du constructeur de la classe mère en donnant le paramètre name eShopDB, le nom de la base de données. Et on a ajouté à cette classe une seule table produit avec S, qui est une table d'objets produits de ce modèle-là. D'accord? Donc, comme si on a dit que la base de données va avoir le nom eShop2 avec une seule table de produits. Ensuite, au niveau de initializer, on a initialisé notre table. Donc, on a créé 3 objets dans une liste et on a parcouru la liste pour à chaque fois ajouter au niveau du contexte la table produit. Donc, la produit avec S, c'est la table produit. On a ajouté ces objets-là, puis on a enregistré. D'accord? Ensuite, au niveau de Global Ajax, on a défini comme quoi il faut lancer l'initializer dans l'application. On l'a ajouté au niveau de l'application Stas pour qu'il soit lancé au lancement de l'application. Et la dernière étape, c'est au niveau de Web Config, on a ajouté ici la section Connection String qui permet donc de définir comment on veut se connecter à notre base de données. Alors maintenant, pour tester tout ça, donc j'enregistre, pour tester maintenant si tout marche bien, on va ajouter un contrôleur sur le modèle produit, d'accord? Donc là, je vais ajouter un contrôleur par défaut avec des vues et des actions, juste pour tester que la connexion à la base de données se fait a bien réussi. Donc là, normalement, on travaille avec des contrôleurs vides, comme ça, on a plus la main pour personnaliser les actions et les vues. Toujours, je recommande d'utiliser ce type de contrôleur, mais là, juste pour tester rapidement, on va choisir un contrôleur avec des vues qui sont prêts. Donc là, je clique sur ajouter. Alors, le contrôleur, on demande la classe du modèle. Donc, un contrôleur sur quel modèle? Donc là, sur le modèle produit qu'on vient de créer. Le contexte, c'est la classe eShop Context qu'on a créé. Donc là, il y a eShop Context. Et je laisse tout ça coché, comme ça, il va me générer des vues et tout ça. Donc là, c'est le nom du contrôleur avec
suffixe controller. Donc, comme on a dit, par défaut, on ajoute le suffixe controller sur les classes controller. Et je clique sur ajouter. Oui, il m'a donné une erreur parce que là, j'ai oublié de générer la solution. Excusez-moi rapidement, je vais générer d'abord la solution. Très bien, donc la génération, elle a réussi. Donc, je ajoute à nouveau le contrôleur. Donc, je choisis ce modèle-là. Donc, comme on a dit, le modèle c'est produit. Et ici, on choisit le contexte et je clique sur OK. Donc là, il n'y a pas de key. Donc là, je vais définir la clé primaire de cette classe-là. On va ajouter ici key. Alors, je refais donc la génération de la solution et je recrée mon contrôleur. Donc, le modèle, c'est produit, shop, et je clique sur Ajouter. Très bien, donc là, le contrôleur est ajouté. Comme j'ai dit, c'est un contrôleur qui est par défaut. Donc là, un dossier produit a été ajouté au niveau de views qui contient les vues créées, supprimées, modifiées, ainsi de suite. Donc là, on va lancer l'application pour tester. Voilà, donc là, c'est l'application. Maintenant, on va accéder au contrôleur produit. Très bien, donc voilà, ça a bien marché. Donc là, je suis dans produit. Quand on fait pas d'action, c'est par défaut index. Et ici, donc j'ai l'ensemble des produits, ou bien des objets produits qu'on a ajoutés au niveau de l'initializer. D'accord? Donc voilà. Donc ça veut dire que la connexion en utilisant le code first a bien réussi. Ici, les 3 enregistrements. Je peux même ajouter, par exemple, nom du produit, par exemple, je vais faire un téléphone, la quantité, on va mettre par exemple 15, une description, bon, on va mettre c'est un téléphone, et le prix, on va lui faire par exemple 1200, je clique sur créer, voilà, donc ça a été ajouté. Je peux même modifier et supprimer, donc je peux supprimer ici, et ainsi de suite. Tout marche bien. Et si je vérifie au niveau de SQL Server. Donc là, je vais me connecter maintenant avec cette source de données. Au niveau de la base de données, donc là, j'ai ce qu'on a nommé eShop, d'accord? Donc là, c'est la base de données qu'on a configurée au niveau de Visual Studio. Et voilà les tables. Donc là, j'ai une seule table produit. C'est ce qu'on a fait. Au niveau du contexte, on a ajouté un DB7 sur les produits. Et voilà, donc là, c'est la table produit. Je peux afficher ici les éléments de cette table-là. Voilà, donc les 3 enregistrements qu'on a ajoutés au niveau de l'initializer. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. Donc là, juste un petit rappel, une petite synthèse sur ce qu'on a fait. Donc j'arrête ça. Donc toujours, je récapitule. Pour travailler avec le code first, il y a 3 étapes ou bien 4 étapes à faire. La première des choses, on crée nos modèles. Par exemple, modèle produit, un modèle fournisseur, un modèle machin, un modèle client, ainsi de suite. Donc, je vais mettre ici mes modèles. D'accord? Comme ça. Alors, ensuite, je vais créer le contexte. D'accord? C'est une classe qui hérite des DB contexte. C'est là où on donne le nom de la base de données et les différentes tables que la base de données va contenir. Et bien sûr, ces tables-là, ça va être des tables sur des modèles qu'on a déjà créés. Par exemple, une table produit avec S sur les modèles produits. Je peux avoir une table de client avec S sur, par exemple, le modèle client, si jamais un modèle client, ainsi de suite. Donc, ici, on définit les tables qu'on veut créer dans la base de données. Donc, les tables qui vont s'ajouter ici. Alors, ensuite, on initialise ces tables-là. En utilisant la classe initializer, on crée des listes. Chaque modèle, en ajoutant quelques objets, et on l'ajoute au contexte et on enregistre. Alors ensuite, au niveau de Global Ajax, donc la troisième étape, c'est au niveau de Global Ajax, on va faire appel à l'initializer
dans la méthode application start, c'est une méthode qui s'exécute au lancement de l'application. Comme ça, au lancement, on va créer la base de données, la renseigner avec tout ce qu'il y a dans l'initializer. Et finalement, dans le fichier webconfig, on donne la section connection string qui définit comment Visual Studio va se connecter à la base de données. Comme j'ai dit, pour moi, j'utilise le SQL Server, donc le provider ici SQL Client. Vous définissez ici le nom de la base de données, la source de données, le type d'authentification à votre base de données, ainsi de suite. Voilà, donc là, ce sont les 4 étapes à suivre. Et par la suite, là, pour tester, on a ajouté un contrôleur rapidement avec les vues et les actions standards, créer, ajouter, modifier, supprimer, pour tester que la connexion se passe bien. Alors maintenant, dans les TP qui vont suivre, on va voir comment on peut créer nous-mêmes un contrôleur personnalisé avec un ensemble d'actions et des vues qu'on crée nous-mêmes. Ça va être l'objectif du TP qui va suivre.